Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode sur ODC TV pour décrypter l'actualité brûlante en Turquie. Je pense que tout le monde a vu les manifestations de plus en plus massives, mais également les vagues d'arrestations qui montent en ampleur. Et pour en parler et pour faire ce décryptage, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Mehmed Yildiz. Mehmed, bonjour. Salut, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté à nouveau l'invitation après l'excellent épisode qu'on avait réalisé sur la question kurde, qui a été Avec énormément plaisir. apprécié. Avec plaisir. Ouais, Notamment par des chercheurs qui ont trouvé de la matière également. J'ai reçu beaucoup d'échos positifs, autant dans les commentaires de la vidéo qu'au niveau des réseaux, dans les messages privés. merci beaucoup. En fait, je voulais juste faire amener une petite précision par rapport à cette Oui. émission. Je tenais à dire aux auditeurs que je ne soutiens pas un parti politique turc en particulier. Je suis critique de tout l'éventail politique en Turquie, sauf effectivement pour le parti DEM, qui est le parti classé pro-kurde, mais non parce que je suis idéologiquement lié à ce parti, mais parce que ce parti est celui qui vit une oppression en Turquie sans précédent, avec des milliers de cadres en prison, etc. C'est pour cette raison-là que je ne critique pas beaucoup ce parti. C'est par compassion pour la liberté d'expression, pour une politique saine en Turquie, etc. C'est dans ce sens-là. Sinon, je suis très critique envers ce parti aussi. Voilà. Donc ça, je tenais Oui. à le dire. Et donc voilà, merci. Une forme de tendresse pour la victime, enfin pour le plus faible. Oui, c'est clair, c'est clair. C'est clair. D'accord. Alors, tout commence en Turquie avec l'arrestation de Ekrem İmamoğlu. Alors, le 18 mars 2025, son diplôme universitaire a été bizarrement annulé, avec pour idée de lui interdire de se présenter à l'élection présidentielle de 2028, puisque tout le monde parle de İmamoğlu comme étant le futur principal rival d'Erdogan, sachant que le bras de fer entre les deux a déjà eu lieu en 2019, lors des élections municipales. On va peut-être y revenir. Et le 19 mars, donc après l'invalidation du diplôme, il a été arrêté par la police. Mais pas que lui, plusieurs dizaines de ses collaborateurs et des élus de son parti. Alors l'accusation standard, c'est terrorisme, aide au PKK, corruption, etc. Alors ma première question, avant d'entrer dans les détails, qui est Ekrem İmamoğlu? Alors Ekrem İmamoğlu, c'est un personnage politique turc, mais c'est un phénomène avant tout stambouliote. Il faut le préciser. C'est-à-dire quand je dis un phénomène stambouliote, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est arrivé à l'avant de la scène vraiment par Istanbul. Et donc, et surtout son passé dans les jeunesses, dans la section jeunesse du CHP, qui est le parti d'opposition, le principal parti d'opposition en Turquie. İmamoğlu, c'est quelqu'un qui est né en 1970 sur les côtes de la mer, les côtes turques de la mer Noire. C'est quelqu'un qui a fait fortune dans l'immobilier et qui s'est lancé ensuite dans la politique. Alors, son approche politique, évidemment, sur la forme, elle est kémaliste, bien sûr, c'est-à-dire laïque, mais il représente néanmoins une vaste frange libérale et social-démocrate de l'opposition, puisque dans l'opposition, nous n'avons pas une unité doctrinaire idéologique, mis à part, bien sûr, le dénominateur commun qui est Mustafa Kemal Atatürk, mais le kémalisme est une doctrine qui apparaît à partir des années 60 en Turquie. Ça, c'est important de le dire. C'est comme l'islam politique, etc. C'est quelque chose qui apparaît longtemps après la fondation de la Turquie en 1923. Donc, les gens généralement font des amalgames, pensent que le kémalisme apparaît dès la fondation de la Turquie. Non, le kémalisme apparaît à partir des années 60, d'ailleurs lors de luttes gauche-droite entre étudiants. Donc à partir de là, c'est important de dire que Ekrem İmamoğlu, bien que issu d'une famille, même si de gauche, tout de même quand même conservatrice sur les bords et proche des valeurs islamiques. Ça, c'est important de le dire, c'est le bémol qui fait toute la différence avec d'autres
acteurs politiques de l'opposition qui, eux, sont vraiment des laïcards purs et durs, etc. Mhm. Lui, il C'est ce que j'avais lu par rapport à la dimension conservatrice. Alors, penses-tu que, effectivement, c'est ce qui dérange Erdogan dans le sens où il vient empiéter sur son territoire? C'est qu'en même temps, il est laïque et maliste, mais en même temps, il peut attirer l'électorat d'Erdogan vers lui en étant un légèrement conservateur attaché aux valeurs islamiques. Alors oui, et il y a aussi autre chose, peut-être que, évidemment, le public francophone, non turcophone ne peut pas le savoir, mais dans les discours d'Ekrem İmamoğlu, ce qu'on constate, c'est qu'il utilise toute la terminologie islamique aussi, bien souvent d'ailleurs, ce qui dérange complètement Erdogan, parce que Tayyip Erdogan, eh bien, j'ai envie de dire, en permanence, utilise l'islam dans ses discours. Alors en permanence. Alors toute cette terminologie qui va avec, toute cette épistémologie, etc. Et Ekrem İmamoğlu, quelque part, je dirais pas utilise le même langage qu'Erdogan, mais en tout cas il est dans ce corpus, dans ce vocabulaire. Voilà. Et ça dérange vraiment Erdogan, ça c'est sûr. Ouais. Donc il y a, de toute manière, peu importe la qualité d'un leader, il y a un effet de lassitude qui s'installe et que peut-être une partie de l'électorat d'Erdogan voudrait peut-être tenter autre chose tout en restant sur le terrain islamique, etc. Donc y a-t-il un risque concret de basculement électoral, d'où la réaction violente des autorités turques? Alors, pour l'instant, c'est trop tôt de le dire. Alors c'est trop tôt de le dire, pourquoi? En fait, il y a quelque chose de spécial qui se passe en Turquie. Il faut savoir que les élections présidentielles auront lieu en 2028. Donc, justement, la question, elle est là, c'est que c'est trop tôt, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Cette manœuvre, elle est précipitée, quelque part. Et donc, sur la scène politique turque, ce qu'on constate, c'est que, eh bien, bien sûr qu'il y a un harcèlement envers İmamoğlu, mais pas seulement, envers d'autres partis politiques. On a vu récemment le leader du Zafer Parti, qui est probablement le parti le plus laïcard et le plus d'extrême droite en Turquie, qui s'est retrouvé en prison aussi. Et donc, lui, il est à la droite des laïcards. Alors, c'est très spécial parce que quand il s'est retrouvé en prison, la première chose qu'il a déclaré, c'est on me met en prison parce qu'on veut libérer Abdullah Öcalan, le leader du parti terroriste du PKK, et donc pour pouvoir le libérer, c'est moi qu'on a dû mettre en prison. Bon, alors toute cette histoire d'arrestation, elle a commencé en réalité avec lui d'abord. C'est-à-dire qu'on a d'abord arrêté celui de la droite, le plus radical, pour ensuite aller chercher d'autres cadres, cette fois dans l'opposition principale. Et dans cette opposition principale, on a plusieurs têtes. En fait, İmamoğlu, il est peut-être en guerre avec d'autres têtes dans l'opposition qui ne sont pas d'accord avec lui. Parce que la question surtout qui se pose aujourd'hui et qu'on ne retrouve pas dans la presse occidentale, parce que en Turquie, il y a des débats vraiment flamboyants. Il faut voir les débats qu'il y a actuellement. Mais grosso modo, de ce que je vois chez les analystes politiques turcs très sérieux, qui sont ni à gauche, ni à droite, ou etc., qui essayent d'être le plus objectif possible, il y a quelque chose d'intéressant qui ressort. C'est-à-dire que pour eux, c'est une guerre interne dans l'opposition principale qui a mené, en réalité, İmamoğlu en prison. C'est-à-dire que parce que ce qui se passe en ce moment ne sert pas trop Erdogan, en réalité. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça ne sert pas trop Erdogan. C'est pas extraordinaire, l'image, alors qu'il est en situation de force à l'international, au niveau diplomatique, beaucoup de choses. Comme tu l'as dit, c'est trop loin. En 2028, c'est trop tôt pour le faire. Donc, il y a comme un piège tendu, il y a quelque chose, il y a de la manœuvre politique, etc. Et quand on rentre dans vraiment le fond du fond, on découvre que il y a des guerres dans la principale opposition, des guerres entre Özgür Özel, Mansur Yavaş et Ekrem İmamoğlu, qui sont les trois personnalités principales du CHP. Alors, qui sont-ils? Je dois quand même le dire. Ekrem İmamoğlu, c'était le maire d'Istanbul. Mansur Yavaş, le maire d'Ankara.
les deux ont été élus à 2 reprises, Mhm. maire d'Ankara et d'Istanbul, ce qui dérange bien sûr le système, puisque c'est la capitale politique qui est Ankara, hein, voilà, mais la capitale culturelle et économique, c'est surtout Istanbul. Que ces 2 villes soient des villes de l'opposition pose un sérieux problème à Erdogan. Alors ça, d'une part, bon, pourquoi pas, mais surtout ce qui pose problème au sein de l'opposition, c'est en fait les différences doctrinaires. C'est-à-dire que Ekrem İmamoğlu, c'est un libéral social-démocrate au sein de l'opposition, tandis que, par exemple, un Mansur Yavaş est beaucoup plus un nationaliste, d'ailleurs, qui vient du mouvement des loups gris de base, hein, donc un nationaliste, très, très nationaliste. Et puis, on a Özgür Özel, qui, lui, est un populiste de ce parti-là. Un personnage médiatique, etc. Hier, lors de son discours, il a fait un appel au boycott des produits qui sont des produits de toute la frange politique du pouvoir actuel, c'est-à-dire il a commencé à dresser une liste, voilà, alors par exemple DNR, qui est la Fnac version turque, voilà, il a déconseillé à ses électeurs d'aller acheter des livres au DNR. Il les a défendus d'aller boire des cafés au, je sais plus, Espresso Lab, etc., etc. Bon, un boycott. Un boycott, voilà. Et ce personnage avait d'ailleurs lancé un autre boycott il y a 2 mois à peu près, où il avait dit on va sortir une carte rouge, un carton rouge à chaque fois que on verra une injustice, quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui reste vraiment que beaucoup dans le baratin politique, le populisme, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que ça a servi qui finalement cette opération? Surtout Mansur Yavaş et Özgür Özel, en réalité. Et surtout Özgür Özel, parce que Mansur Yavaş, ces derniers jours, il a été très, très critiqué, et par les Kurdes, et par les libéraux sociodémocrates de son propre parti. Il a d'ailleurs été obligé de faire des déclarations type « je ne suis pas raciste, excusez-moi pour la déclaration que j'ai faite l'autre jour », puisqu'il avait fait une déclaration où il disait « eh bien, lors lors de la fête du Névrose, le nouvel an perse, mais kurde aussi, et des peuples du Caucase, etc. Donc, célébration qui avait eu lieu entre le 20 mars et le 23 mars, à peu près, voilà, hein, sur 3, 4, 5 jours. Il avait déclaré, eh bien, voilà, tandis que nous, à Istanbul, à l'ouest, eh bien, voyez-vous, on vit l'oppression policière. À l'est, eh bien, la police a laissé faire ce type de célébration avec des drapeaux du PKK et des posters d'Abdullah Öcalan. Alors, il n'a pas dit des drapeaux du PKK et des posters d'Abdullah Öcalan, il a dit les torchons, ces drapeaux qui sont des torchons. Alors, ces drapeaux qui sont des torchons, le problème, c'est qu'il n'y avait pas que des drapeaux du PKK. Il y avait des drapeaux du Kurdistan irakien, il y avait des drapeaux qui ne sont pas des drapeaux du PKK et qui ne sont pas des groupes du PKK. Donc, en fait, en gros, il a dit tout ce qui est en dehors des drapeaux, c'est des torchons. Alors, c'était pas trop le moment d'allumer ça comme ça, mais il y a eu un shitstorm tellement violent que même Erdogan a commencé à l'invectiver violemment, en disant, voilà, tu ne peux pas dire ça à nos frères kurdes, etc., etc., parce que tout le monde joue maintenant sur les alliances possibles futures. Mais en tout cas, pour revenir à ce que tu disais juste brièvement, c'est trop tôt, et donc, il y a une manœuvre sur du long terme. Alors, pourquoi est-ce qu'on a écarté İmamoğlu? On va le comprendre ces prochains mois. Mehmet, tu m'entends? Oui, 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 je t'entends. Est-ce que tu... Allô? Oui. Oui, est-ce que tu m'entends? Allô, tu m'entends? Oui, 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 ça a coupé, donc si on peut reprendre à partir de « c'est pas le moment d'insulter nos frères », tu avais commencé à dire. Oui, voilà, bah, c'est pas le moment d'insulter nos frères, et donc Erdogan a tout de suite profité de cette situation pour, eh bien, voilà, parce qu'en fait, il est en train d'amadouer l'électorat kurde. Hein,
Il faut pouvoir le dire aussi pour ceux qui ne sont pas au courant de la situation turque actuelle de ces derniers mois. Il y a des pourparlers entre disons un processus de paix entre le PKK et la Turquie, processus de paix qui a été lancé par le pouvoir actuel d'Erdogan. Et donc, quelque part, c'est une manière d'amadouer un peu les Kurdes et puis de les soutenir aussi un peu contre Ekrem İmamoğlu, ou en tout cas contre l'opposition principale. Puisque, il faut le rappeler, à Ankara comme à Istanbul, c'est le vote kurde identitaire du DEM Parti qui a permis İmamoğlu et Mansur Yavaş à Ankara d'arriver au poste de maire. Parce que sans ces voix, eh bien, ça n'était pas possible. Vu que c'est effectivement le vote kurde qui détermine si c'est un parti de gauche ou un parti de droite qui va remporter Istanbul ou Ankara. D'accord, donc c'est un peu le flottant électoral que tout le monde s'arrache et que chacun cherche à mettre de son côté. Alors là, il y a deux possibilités, c'est-à-dire soit d'un côté, comme tu l'as développé, des membres de l'opposition ont cherché à faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire en même temps mettre en difficulté Ekrem İmamoğlu, c'est-à-dire en prison, et de l'autre côté, mettre Erdogan dans une situation très compliquée, très difficile à gérer, donc ils sont gagnants sur les deux tableaux. Ou bien l'autre version, c'est que peut-être Erdogan n'a osé faire ce qu'il a fait que parce qu'il a obtenu l'aval implicite des autres composants de l'opposition. Chose qu'il n'aurait jamais fait s'il n'avait pas l'accord. Bon, ça demeure une hypothèse, mais la première est plus plausible, celle que tu as développée, mais bon. Alors maintenant, j'ai une question sur le plan géopolitique, parce que la plupart des gens qui nous écoutent habitent soit en Europe, soit au niveau du Maghreb, et la Turquie est un acteur régional extrêmement important, donc on ne peut pas ne pas s'intéresser aux implications géopolitiques de cette rivalité. D'où ma première question. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui séparent İmamoğlu d'Erdogan sur le plan géopolitique, ou est-ce que c'est uniquement des clivages internes ou par rapport à la vision politique interne? Et deuxième question, ne penses-tu pas que İmamoğlu pourrait avoir la sympathie du couple Trump-Vance, sachant qu'il a un côté conservateur, un peu comme ceux qui sont autour de Trump, en même temps il est libéral, plutôt qu'un Erdogan qui joue sur tous les tableaux et qui pourrait poser problème à Trump, parce qu'il y a également l'effet Washington à prendre en compte. Alors, je vais d'abord répondre à la deuxième question. Je vais prendre dans le désordre. Alors, concernant Trump-Vance, alors, ce qui est important ici de savoir, c'est que depuis le coup d'État de 1980 en Turquie, c'est la première fois que trois opposants politiques, trois chefs de partis politiques de l'opposition sont en prison, simultanément. En ce moment, il y a Selahattin Demirtas, qui était le président, le coprésident du parti DEM, à l'époque HDP, et qui est en prison depuis, je ne sais plus, 7-8 ans, quelque chose comme ça. Mais qui a ramassé de façon perpète. Hein, voilà. Alors, donc on a Selahattin Demirtas, une grande figure politique kurde qui est en prison, mais on a Ümit Özdağ, que j'ai cité tout à l'heure, et puis on a maintenant Ekrem İmamoğlu. Donc on a trois grandes figures politiques qui sont en prison, et d'autres encore, hein, moins connues. Et donc, la dernière fois qu'on a vu ce genre de tableau, c'était eh bien, lors du coup d'État du 12 septembre 1980. Alors pourquoi je vous parle de ce coup d'État? Parce que la constitution turque actuelle, elle prend comme base la constitution de ce coup d'État. Donc, on est toujours dans une constitution réalisée par des militaires et par un coup d'État, en fait, en réalité. Donc, ici, ce qui se passe, c'est une sorte d'imbroglio, hein, clairement, hein, où on a voilà, toute une opposition qui se retrouve en prison, ça c'est une chose, mais quel intérêt pourrait avoir Trump dans cette situation? Alors à l'époque, Jimmy Carter avait expliqué pour la Turquie que les États-Unis ne se mêlaient pas des affaires internes de la Turquie. Ça voulait dire en fait en réalité, en tant que camarade, membre de l'OTAN, on ne se mêle pas de vos affaires internes, faites ce que vous voulez. En fait, en réalité, ce que Trump est en train de dire à Erdogan, c'est tu as les clés en main, fais comme tu veux,
Nous, on s'en fout de ce qui se passe à l'intérieur de ton pays. Tu mets des opposants en prison, tu fais ce que tu veux, etc., etc. C'est à peu près le message qui est donné par le cabinet de l'administration Trump. Alors, entre ce qui est dit et ce qui est réalisé, évidemment, il y a toujours un fossé. Mais moi, ce que je constate, c'est que Erdogan est dans une position très compliquée, puisque je prends un scénario le plus abominable et machiavélique possible, hein, parce que la politique, c'est comme ça, justement, malheureusement. Je pense que Erdogan, Poutine et Trump vont jouer avec maintenant comme une balle de ping-pong. Hein. Voilà, ils vont s'amuser avec Erdogan, parce que cette situation, c'est une situation à peu près, hein, grosso modo, les États-Unis pourraient se dire, ah bah, si la Turquie, ça nous convient pas ce qu'ils font, bon, bah, on a du matériel pour déstabiliser ce pays, et économiquement, et politiquement, et à tous les niveaux. Donc c'est en cela où je pense qu'Erdogan a été piégé. Bon. Parce que pour moi, il s'est tiré une balle dans le pied. Hein. Voilà. C'est trop tôt. Faire ça pendant le ramadan, hein, on n'aurait pas pu attendre après le ramadan. Il y a toujours cette question de diviser, de créer des ennemis, etc., etc. C'est une politique, malheureusement, qui, sur du long terme, ne va pas déboucher sur quelque chose de très positif pour lui, je pense. Parce que ce que Trump et Vance cherchent pour la Turquie, l'Irak et la Syrie, c'est une pacification complète. Ça veut dire que vous allez arrêter maintenant vos conflits internes, vous allez commencer à être des blocs unis, parce qu'on ne va pas pouvoir s'entendre autrement. D'ailleurs, en Irak, c'est à peu près ce qui se passe aussi. On a un processus de paix chez les Kurdes, par exemple, si on regarde entre les Barzani et les Talabani. Chose impensable il y a 5 ans, par exemple. Donc, on voit clairement une politique américaine, occidentale, qui leur met le couteau sous la gorge en leur disant maintenant, les petits conflits, vous allez arrêter ça tout de suite. Alors, comme Erdogan, lui, dans son camp, ne peut pas créer une sorte de pacification, la seule solution qu'il a trouvée, c'est écarter Imamoglu, pour un temps en tout cas. Alors maintenant, dans la nouvelle composition politique, qu'est-ce que ça va donner? Moi, je peux vous dire clairement, entre Imamoglu, et là, c'est pour répondre à ta première question, entre Imamoglu et Erdogan, en réalité, ce qui les rapproche le plus, c'est l'ambiance familiale. Alors, il faut savoir que la Turquie a mis en place 2 choses pour cette année, 2 grands projets, enfin la Turquie, le pouvoir actuel. Le premier projet, c'est une Turquie sans terrorisme. Donc, officiellement, c'est la Turquie sans terrorisme. Ils ont appelé ça comme ça. Et le deuxième, c'est le centenaire turc familial, de la famille. C'est-à-dire qu'on va dans la Turquie, depuis le début de l'année, a entamé une sorte d'action directe pour valoriser la famille, en fait, l'institution familiale. Alors, pour Imamoglu, c'est très spécial parce que la famille est quelque chose de très important. On le voit très lié à sa famille, on le voit avec son épouse en permanence, on le voit systématiquement manger lors du iftar avec des familles populaires, comme Erdogan le fait, et donc, quelque part, ça dérange énormément parce qu'on a un Imamoglu, bien que séculaire, laïque, etc., qui n'est pas pour, si vous voulez, si je veux faire grossièrement, qui n'est pas pour les LGBT. Pour faire très, très bref, quoi. Et effectivement, ça pose un gros problème parce que quand on montre l'opposition, quand le pouvoir montre l'opposition, systématiquement, il les attaque en disant ils sont contre la famille. Là, on a l'exemple type d'un musulman conservateur sur la forme, mais politiquement, pour une démocratie, pour quelque chose de beaucoup plus libéral et de beaucoup plus ouvert, et je dirais même de beaucoup plus inclusif. Et c'est probablement ça qui a vraiment, vraiment dérangé Erdogan. Et je vais finir avec ça. C'est que ce qu'on oublie, c'est que avant de lui avoir enlevé son diplôme, 1 ou 2 jours avant, il était à Diyarbakır, la ville kurde du sud-est de la Turquie,
que l'on appelle Ahmed en kurde, et qui est considéré comme, je ne dirais pas l'ensemble des Kurdes, mais quand même par beaucoup de Kurdes, comme étant la capitale du Kurdistan, Diyarbakır Ahmed. Et il avait expliqué là-bas, alors il avait dit en kurde, Nevroz Pirozbe, déjà, alors ça veut dire, voilà, joyeux Nevroz, hein, nouvel an kurde, il l'avait dit en kurde, et en plus, il avait ajouté je soutiens Ahmed Sport, c'est-à-dire l'équipe de football de Diyarbakır. Alors, l'équipe de football de Diyarbakır pose un problème pour le système parce que ça n'est pas Diyarbakır Sport, mais Ahmed Sport. Ça pose un problème parce que, voilà, pour les nationalistes, les ultranationalistes, attention, Diyarbakır, ça doit rester Diyarbakır, ça ne peut pas être dit en kurde, etc. Donc, il avait créé un tollé à l'intérieur même de son parti, où on avait tout de suite des attaques envers Imamoglu qui étaient d'une violence sans précédent. Donc, on voit que cette manœuvre politique d'Erdogan, c'est peut-être aussi une manœuvre politique du JHP profond, c'est-à-dire du JHP. Et donc, comment dire, avec cette déclaration à Diyarbakır, ce qu'il a mis en avant, c'est qu'il n'avait aucun problème, lui, en tant que politicien, avec la question kurde, avec l'identité kurde, et qu'il était tout à fait favorable, comme Erdogan, justement, à une inclusion des Kurdes dans la politique turque. Donc, pour une fois, on a quelqu'un de l'opposition et aussi quelqu'un du pouvoir, donc Erdogan, qui sont favorables à une inclusion des Kurdes dans l'éventail politique décisionnaire turc. Mais pas de la même manière. C'est-à-dire, d'un côté, on a Erdogan qui veut bien inclure les Kurdes, mais en gardant une forme de fétichisme identitaire turc, c'est-à-dire on ne change pas le nom des villes, ni voilà. Donc, c'est pas l'identité kurde qui rentre, ce sont les Kurdes qui rentrent dans la nation. Tandis que Imamoglu, d'après ce que je comprends, c'est quelqu'un qui veut intégrer les Kurdes tout en respectant leur identité profonde et en leur permettant de l'assumer et d'en être fier et de ne pas la cacher. Parce qu'effectivement, là, ce que tu racontes, c'est qu'il a joué un peu à Kennedy, le Ich bin ein Berliner, il l'a fait en kurde. Mais le truc, c'est qu'il s'est mis à dos tout le monde. Je veux dire, autant le Erdogan et son camp que les autres partis de l'opposition. Alors, comment expliquer le soutien populaire dans ce cas? Donc, parce que là, on voit effectivement à Ankara, à Istanbul, dans d'autres villes, à Izmir, on voit des gens sortir tous les jours en plein Ramadan, manifester. Là, ça prend de plus en plus d'ampleur. Alors peut-être on n'est pas encore à un basculement, mais ça prend de l'ampleur. Donc il est soutenu populairement, indépendamment des divisions au sein de l'opposition. Oui, bien sûr. Ce qu'il faut aussi relever pour comprendre cette situation, c'est que bien sûr que le soutien existe, et puis c'est un soutien beaucoup plus à l'ouest qu'à l'est ou au centre du pays, etc. Mais surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il est originaire des côtes de la mer Noire. Exactement comme Tayyip Erdogan. Ils ne sont pas les seuls originaires de la mer Noire par le passé qui ont gouverné la Turquie ou à Istanbul. Nous avons eu notamment un ancien premier ministre turc, Mesut Yilmaz, qui était originaire de la mer Noire. Nous avons, donc, la mer Noire, les côtes de la mer Noire, en général, les citoyens du nord de la Turquie sont des patriotes conservateurs qui votent en général pour le pouvoir. C'est-à-dire, ils ne sont pas pour une division, pour aller chercher, etc., etc. C'est-à-dire qu'ils voient que le pouvoir, tiens, ça pourrait être l'opposition, pourquoi pas, hein, voilà, s'il y a un bon... Et ce sont des patriotes, vraiment, hein, au nord de la Turquie. Hein. Et que des patriotes commencent à voter pour ce libéral social-démocrate, alors ça, c'était impensable jusqu'aujourd'hui. Mais maintenant, c'est quelque chose qui va, comment dire, qui va se répandre partout en mer Noire, parce que les manifestations qu'on voit en ce moment, ce sont des manifestations qui sont centrées à Istanbul, Ankara, Antalya, Izmir. D'accord. Mais l'opposition, elle est en train de gérer au mieux pour justement pas qu'il y ait des débordements et que ça parte complètement dans le chaos. Parce que si ça part dans un chaos, comme en 2013, avec les événements du Gezi,
alors là, je dirais, l'opposition aura complètement perdu. Parce que le pouvoir joue justement là-dessus. Le pouvoir turc actuel est en train de marginaliser tous les opposants, mais d'une violence absolue. Hein. Vous avez sali des mosquées, vous êtes des voyous, etc., etc. Comme si tous les manifestants étaient des anarchistes avec en Puis j'imagine, canoë. comme un peu partout, notamment en France, il y a des gens qui infiltrent les manifestants, des gens de la police, pour casser, et Certainement. pour leur imputer des violences. C'est clair, c'est clair. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que moi, de ce que je vois de ces manifestations, je vois des gens civilisés qui manifestent, hein, honnêtement. Hein. Je vois pas de dingos qui sortent des calaches ou qui partent complètement. D'ailleurs, on est dans une contestation sociale, démocratique, et même ça est vu comme quelque chose de waouh, vous êtes là pour semer le chaos, etc. Et quoi donc encore quand on regarde les chefs d'accusation, appartenance au PKK, etc., etc., il faut quand même rappeler tout de même qu'en 2013, le, le Hack Party a ouvertement communiqué avec le PKK. Et il y a eu des négociations qui ont duré jusqu'en 2015. Après, bon, ça s'est mal terminé, etc. Donc, cette question du terrorisme, c'est vraiment bon. Alors, c'est ce qui fait basculer comment dire, Imamoglu dans la marginalisation, parce que en Turquie, quand on veut marginaliser quelqu'un, quand on veut écarter quelqu'un, il faut tout de suite aller sur le terrorisme. Mais j'ai Et pas l'impression que les gens y croient, vu qu'ils manifestent. Parce que ça marche de moins en moins, peut-être, cette alors, accusation, bien sûr, non? les gens n'y croient pas, mais en réalité, comment dire, il y a le problème, c'est l'opposition kurde qui a été amadouée et qui a été écartée avec le processus de paix. Parce que si les Kurdes les Kurdes du DEM, hein, n'avaient pas été écartés de cette manœuvre politique, alors je peux le dire aux auditeurs, hein, clairement, les manifestations actuelles auraient pris une autre dimension, mais une toute autre dimension. C'est-à-dire, alors là, ça aurait été chaotique. Là, ça aurait été réellement chaotique. Parce que les Kurdes du DEM, eux, ça n'est pas la première fois qu'ils sont face à une injustice, etc. Ils sont face à l'injustice matin, midi, soir, tout le temps. Donc pour eux, c'est doublement une cause. Alors là, voilà. Donc il fallait absolument les écarter, les mettre de côté, les amadouer pour un temps, parce qu'en plus, ils sont radicaux. Hein. Là, on est Black Blocs, des antifascistes, tout ce qu'on veut. Hein. On a de tout là. On a les anarchistes, les communistes. On a absolument toute la jeunesse rebelle qui fait partie de ça. Les féministes, les véganes, les trans, qui vous voulez, quoi. Et les Kurdes, etc., etc., etc. Les démocrates, les socialistes, tout le monde. C'est vraiment ça un arc-en-ciel, ce parti. Hein. C'est vraiment quand vous avez une opposition justement qui n'est pas qui ne représente pas les libéraux et les sociodémocrates dans leur intégralité, eh bien, voilà, vous avez cette bouée de hétéroclite. Voilà. Et oui, je t'en prie. Ouais, c'est bon, vas-y. Ah, d'accord. Alors là, on a vu les clivages qui séparent l'opposition dans sa pluralité d'Erdogan. Mais y a-t-il d'autres clivages au niveau populaire? C'est-à-dire que les manifestants que l'on voit aujourd'hui, peut-on les répartir selon une logique géographique? Donc les grandes villes, où il y a principalement des manifestants, peut-être infiniment moins dans les petites villes et dans la ruralité, peut-être divisé entre l'Anatolie et la région de Marmara et la partie européenne. Ou bien est-ce également générationnel? Ce sont les jeunes qui sortent davantage que les personnes âgées. Donc quel est selon toi le clivage le plus pertinent pour expliquer ce phénomène? Ah bon, il y a les jeunes, ça c'est indéniable, parce que ce qu'il faut tout de suite rappeler, c'est que Erdogan est là depuis 2002. Ça veut dire que ça va bientôt faire 25 ans. Donc il y a des gens qui connaissent que lui. Exactement. Donc déjà chez les jeunes, ceux qui vont voter pour la première fois dans leur vie en 2028, il est certain que l'extrême majorité, juste pour le changement,
va voter de toute façon pour l'opposition, même si l'opposition, c'est une banane ou une poire. Il n'y a pas de problème, ils vont cocher la pomme, la banane, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est un vote garanti quelque part. Mais moi, je dirais que surtout, il y a une opération de sabotage. Et là, je le dis ici, c'est pas quelque chose qui est relevé dans la presse ou ailleurs. C'est moi qui le dis, c'est une constatation. En tout cas, de ce que je vois, je vois une contestation qui est sabotée par des ultranationalistes. Pourquoi? Parce que Ümit Özdağ est en prison. C'est-à-dire que je vous parlais tout à l'heure, on a 3 opposants en prison, on est bien d'accord. 3 opposants très populaires. Donc Selahattin Demirtas pour les Kurdes, Ümit Özdağ pour les extrémistes, extrême droite turcs, mais kémalistes, et puis İmamoğlu qui est, on a dit, un social-démocrate, n'est-ce pas? Donc, dans cette formulation, la frange qui est pro-Ümit Özdağ, c'est-à-dire l'ultranationaliste, essaye d'hausser le ton, de profiter de ces manifestations pour se faire entendre. Parce que c'est un parti ultra marginal, il fait 2-3%, c'est un minuscule parti, contrairement aux Kurdes avec Selahattin Demirtas qui, eux, dépassent les 10%. Donc, on a cette petite frange ultranationaliste qui ne permet pas, c'est-à-dire qui essaye d'empêcher les Kurdes de faire partie, enfin les Kurdes identitaires du DEM, de faire partie de ces manifestations. D'ailleurs, ils avaient expliqué, leur parti c'est le Zafer Partisi, le parti de la victoire, ils avaient expliqué récemment, si le DEM Party officiellement participe aux manifestations, nous retirons des manifestations. Et donc, le CHP, en ce moment, est très divisé parce que d'un côté, il a des ultranationalistes qui font du 2-3%, bon, c'est pas énorme, mais en même temps, ils peuvent pas les marginaliser parce que l'ensemble de leur électorat est quand même kémaliste, quoi. Et puis, de l'autre côté, ils ont les Kurdes du DEM qui, eux, font plus de 10%, qui ont soit plus de 60 députés au Parlement, et des dizaines de maires, etc., etc. Et donc, eux, ils n'arrivent pas à les inclure pacifiquement, ça fonctionne pas très bien. On a vu d'ailleurs que lors des manifestations, des groupes de Kurdes avaient levé des pancartes où ils disaient, et vous avez écrit en kurde, qu'ils soutenaient İmamoğlu, en fait un peu une réponse aussi à son Nevroz Pirozbeh, c'est-à-dire qu'il avait dit à Diyarbakır, donc ces Kurdes ne sont pas des provocateurs en soi. Ils ont juste levé cette pancarte où c'était écrit İmamoğlu, toi aussi, nous célébrons ton Nevroz. Ce qui est logique, lui a célébré le Nevroz des Kurdes, donc eux en réponse, donc finalement c'est très pacifique. Eh bien, ils se sont fait péter la gueule à Bursa comme à Konya. Et par qui? Justement par les militants du Zafer Party, du Ümit Özdağ, en disant vous êtes des séparatistes, vous êtes des PKK, vous êtes ceci, vous êtes cela. Donc, il y a un gros nettoyage qui est en train de se passer. Il y a une ingénierie sociale d'une puissance colossale qui se met en place. On va voir précisément comment les choses vont évoluer, mais le CHP de l'opposition ne sera plus le même CHP de l'opposition qu'il était. Il y a un avant et un après İmamoğlu pour le CHP. Ça, c'est une certitude. Donc, pour conclure, alors 2 questions un peu prospectives. La première, c'est penses-tu que la justice finira par flancher face à la pression populaire et peut-être de disculper, en tout cas de revoir les chefs d'accusation et les alléger par rapport à İmamoğlu? Et la deuxième, oui. Non, je pense que ça va, c'est un jusque-boutisme. Le gars, c'est perpétuité. Enfin, on se dirige vers un catalogue. Perpétuité, je peux pas le dire. Mais en tout cas, il va pas sortir de sitôt. Ça, c'est une certitude, vu les chefs d'accusation, vu les dossiers qui sont posés, les centaines de pages, les centaines et les centaines de pages. Et y a-t-il du vrai là-dedans ou est-ce fabriqué intégralement? Enfin, je sais pas, des accusations, corruption, terrorisme. C'est une fabrication intégrale.
le pauvre personnage, on l'a jamais laissé Non, réaliser je suis obligé de poser la question, tu vois. Oui, je te le dis pas à toi, mais tu vois, ouais. Ouais. Non, mais je le dis parce que ce pauvre personnage, il est devenu maire d'Istanbul. Alors déjà, on a fait annuler les élections en disant, ouais, non, mais attends, il y a peut-être des fraudes, etc. Et il a eu 5-6% de plus. Il a gagné pour la première fois, ouais. Exactement. Et la deuxième municipale, il a eu plus de 10% de plus que la fois d'avant. Donc, c'est tellement un danger qu'ils l'ont travaillé depuis des années, des années, des années. Et aujourd'hui, la position d'Erdogan, c'est qu'il ne peut pas faire marche arrière. C'est-à-dire que la machine d'Erdogan, c'est un rouleau compresseur. Quand elle avance, c'est fini. Il n'y a pas de recul. Si Erdogan fait un pas en arrière, dans cette manœuvre, alors là, il perd absolument tout. D'ailleurs, tout nous montre qu'il va rester en prison, c'est-à-dire parce quand on suit les déclarations d'Erdogan, de ses proches, des autres politiciens, il est clair et net qu'il va rester il ne va pas sortir de sitôt. D'accord. Et donc, dans ce cas, y a-t-il un risque de basculement au niveau populaire et que les manifestations prennent plus d'ampleur, de plus en plus d'ampleur, ou bien non? Parce que tout à l'heure, tu évoquais le fait que le CHP cherchait à contrôler, à endiguer pour éviter que ça déborde. Mais si jamais il y a une peine extrêmement lourde qui est prononcée par la justice turque, qu'il y a un risque de débordement et de révolution colorée contre Erdogan. Voilà. Ah, colorée, pas forcément, mais une révolution populaire. Je ne pense pas qu'il y ait un potentiel en Turquie pour un basculement actuellement, même avec l'arrestation d'Imamoglu. Parce que les vagues de contestation, si tu veux, ce sont les nationalismes en Turquie qui se font la guerre. Ce ne sont pas les prolétaires, les paysans qui sont contre un dictateur. Ce sont des paysans, des prolétaires qui sont et chez Erdogan et dans l'opposition qui se font la guerre en fait en réalité. Et rien que pour ça, voilà, c'est fort dommage. Hein, Oui. C'est juste sur la question de Mustafa Kemal qu'ils ne sont pas d'accord. Du reste, je voulais dire quelque chose d'intéressant sur Mustafa Kemal, si tu permets. Oui, bien sûr. Je voulais expliquer aux auditeurs turcophones ou à ceux qui suivent la Turquie de très près, etc. Je voulais leur dire alors bon, déjà, moi, je ne suis pas kémaliste, hein, voilà, mais que je pense qu'il faudrait protéger la mémoire de Mustafa Kemal Atatürk. Parce que au nom de Mustafa Kemal Atatürk, en Turquie, on fait à peu près tout et n'importe quoi. Et c'est en ça où l'opposition principale se heurte à un grand obstacle et qu'il ne peut pas y avoir réellement de basculement. Toutes les cartes, toutes les rênes sont dans les mains d'Erdogan. C'est-à-dire qu'il faudrait protéger vraiment la mémoire de Mustafa Kemal. Qu'est-ce que ça veut dire que cette organisation ultra-marginale, ultra-raciste du mythe Özdağ, qui fait la loi dans la rue et qui se revendique de Mustafa Kemal. Au nom de quoi elle se revendique de Mustafa Kemal, cette organisation ultra-raciste, ultra-nationaliste, etc. Parce qu'il faut voir leur poste. Hein. Matin, midi, soir, là, c'est pas une blague. Hein. C'est pas juste les terroristes, le PKK, etc. C'est les Kurdes sont des 3 petits points, les Kurdes sont ceci, 3 petits points, les Kurdes sont tatati, tatata, tatati, tatata. Dans leur littérature aussi, si on prend un de leurs penseurs du début de la République, qui est Nihalat Saz. Nihalat Saz avait expliqué dans ses textes que les ennemis des Turcs, hein, sont les Arméniens, les Grecs, les Juifs, etc., etc., mais les Kurdes aussi. Donc, ça va nulle part comme ça, cette opposition, tant qu'elle est divisée sur ces questions-là, elle n'ira nulle part. Tandis que le pouvoir actuel, lui, il n'est pas divisé sur ces questions-là. Le pouvoir actuel, c'est l'islam politique, Punchluss, avec en plus la Syrie, avec etc., etc. Ouais. Donc eux, ils sont dans le fétiche, c'est-à-dire la conquête, hein, dans leur tête. Ils sont en train d'avancer, ils sont dans la conquête. Tandis que le JAP, le CHP, lui, il est en train de reculer. Et j'ai envie de dire, voilà, cette mémoire, enfin,
Atatürk, il faut le protéger parce que sinon ça devient vraiment mais tout et n'importe quoi. On a des Un gens. argument d'autorité, une forme de Ouais, baguette ouais, magique pour justifier le pire. Ouais. exactement, exactement. Mehmet Yildiz, merci infiniment pour tous ces éclairages. On y voit plus clair désormais. Et Merci. espérons que tu aies raison et que ça n'aille pas vers un basculement, quoique des fois un basculement peut être salvateur et rebattre les cartes et changer la donne. On verra. Dans tous les cas, si c'est pas cette fois. De toute manière, moi, ce que je te disais en off, et je tiens à le dire également online, c'est que le peuple turc est un peuple éduqué, instruit, héritier d'une grande culture et civilisation dans toute sa pluralité. Et par turc, j'entends pas le turc ethnique, j'entends la nation turque qui englobe les Kurdes, qui englobe toutes les composantes. Et c'est quand même dommage de voir qu'un pouvoir a réussi par une ingénierie sociale à horizontaliser les haines et les luttes sur une base ethnique ou ethno-confessionnelle et de prendre en otage un peuple aussi magnifique qui est capable d'aller infiniment plus loin que ce qu'il a déjà réalisé. Ça, c'est vraiment dommage. Et que le peuple turc accepte de se faire manipuler comme ça, espérons que les jeunes finissent par changer la donne. Espérons-le, sincèrement. Donc merci encore une fois et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis et rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. Avec plaisir.